Bien, vous avez 1 minute pour terminer la conversation que vous êtes en train de tenir avec votre voisin. Non, 30 secondes. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. On nous entend? Il faut vraiment le tenir tout près de la bouche, comme ça. Voilà. On fait un cours de micro. Parfait. On va tester. Maude? Oui, un petit test. Ah oui, ça marche. Oui, un petit test. Amélie? Mon cher Pascal. Quel plaisir de vous retrouver ici au Livre sur les quais. Quel plaisir de vous revoir, le meilleur interlocuteur au monde. Pascal, voilà, comme ça, j'ai pas la pression du tout. Bon, c'était faiblard les applaudissements, donc on va voir si vous êtes capable d'accueillir correctement 2 auteurs de grand talent, Amélie Nothomb et Maude Ventura. Vous me rassurez, c'est bien. Amélie Nothomb, premier 100 chez Albin Michel est votre 30e roman publié, mais le 100e écrit. Avec Soif, il y a 2 ans, vous nous aviez avoué que Jésus était l'homme de votre vie. Vous vous étiez d'ailleurs mis dans sa peau en écrivant à la première personne du singulier, je. Avec Premier 100, on découvre qu'il y a un autre homme de votre vie. Et là aussi, vous l'écrivez à la première personne du singulier, ce qui est quand même assez gonflé quand il s'agit de son papa. Oui, je n'avais absolument pas prévu d'écrire ce livre parce que, si bête que ça puisse paraître, je n'avais pas prévu que mon père meure. Et puis, il m'a fait cette très très mauvaise surprise le 17 mars 2020. C'était le premier jour du confinement, ce qui fait que, confiné à Paris, je n'ai pas eu le droit d'assister aux obsèques de mon père en Belgique. Je l'ai extrêmement mal vécu. D'abord parce que perdre son père est forcément une tragédie, mais parce que ne pas pouvoir se rendre à la cérémonie d'adieu rendait la chose inachevée, dramatiquement inachevée. J'ai pensé qu'avec le temps, la plaie se fermerait. Quand le confinement s'est terminé, je suis allée m'allonger sur la tombe de mon père. Ça a été très fort, mais ça n'a pas suffi. Je sentais que vraiment il y avait une forme d'au revoir qui manquait. En octobre 2020, je me suis dit qu'il n'y avait plus qu'une seule solution. Il fallait que je ressuscite mon père pour lui dire au revoir. Et je n'avais pas la seule technique qui soit à ma portée pour accomplir un tel miracle, c'est l'écriture. Vu que en dehors de l'écriture, je ne maîtrise absolument rien, à supposer d'ailleurs que je maîtrise l'écriture. Donc, je me suis dit comment faire pour rendre la vie à mon père par l'écriture? Eh bien, faisons une espèce de technique chamanique. Je vais dire à papa que je lui prête ma vie, l'espace d'un roman, l'espace de l'écriture d'un roman, je lui prête mon impulsion vitale. Mon je sera le sien. Il peut parler à travers moi, il peut dire je. C'est ce qui s'est passé pendant 4 mois. Ça a été une expérience hallucinante. Je ne vais pas prétendre que j'ai écrit sous sa dictée, c'est pas vrai. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça. On a le sentiment que vous avez écrit à 4 mains par moment. C'est-à-dire que mon père était un personnage très mystérieux, très taciturne, extraordinaire, un véritable héros de roman, mais qui se confiait pas du tout, et surtout pas à ses enfants. Du coup, je savais énormément de choses, et il y avait énormément de choses que je ne savais pas. Pour simplifier encore plus, je connaissais tous les faits, mais je n'avais jamais connu les émotions qui avaient accompagné ces faits, vu que mon père ne se confiait absolument pas sur ses sentiments et ses émotions. Donc ce qui fait que ce livre est un roman, c'est que j'ai reconstitué à travers ce que je sentais de lui, parce que je sentais que c'était un homme très émotif, même s'il n'en montrait rien. J'ai écrit toutes les émotions qu'il n'avait jamais dites, qu'il ne m'avait jamais dites de son vivant. Maude Ventura, l'homme de la vie de l'héroïne de votre premier roman, intitulé Mon mari, est paru aux éditions L'Iconoclaste. Eh bien, l'homme de sa vie, c'est son mari. Mais alors dans des proportions totalement démesurées. 15 ans de mariage, mais j'ai envie de dire qu'elle est aussi fusionnelle qu'au premier jour. Comment on a l'idée d'un personnage comme celui-là? Effectivement, la question qui m'animait quand j'ai écrit ce livre, c'est pourquoi en fait l'amour des débuts ne dure pas? Pourquoi au début il y a la passion, les papillons, la personne arrive, on a les mains moites, et en fait 15 ans plus tard, on est un peu blasé et on s'émeut pas vraiment d'être à côté sur le canapé à regarder la télé. Et donc il y a quand même le changement de l'amour-passion à l'espèce de tendresse qui se construit avec les années, quelque chose qui n'allait pas du tout
de soi pour moi, une espèce de scandale. Et donc j'ai créé ce personnage pour me dire mais qu'est-ce qui se passerait justement si l'amour des débuts continuait, si on continuait à s'aimer très très fort, comme dans les films, avec des paillettes et le temps qui s'arrête, mais au bout de 15 ans avec 2 enfants et une maison à faire tourner. Alors on dit souvent qu'après les 3 premières années, qui sont effectivement les années de l'effervescence, on atteint enfin ce qu'on appelle l'amour profond. Alors ce qui est intéressant avec votre personnage, c'est qu'elle n'a pas quitté cette effervescence des 3 premières années, mais elle est quand même dans l'amour profond, d'une certaine manière. Ça, c'est vraiment chacun sa lecture. Certaines personnes me disent, mais est-ce qu'elle l'aime vraiment ? Ou est-ce qu'effectivement on atteint l'amour profond parce qu'elle est tellement dans l'idéalisation, elle est tellement à commenter, à penser à tous ses faits et gestes, est-ce que c'est vraiment de l'amour ? Il y a un personnage à un moment qui lui dit mais en fait tu n'aimes pas ton mari. Donc chacun peut y lire quelque chose, mais je suis pas certaine qu'elle ait atteint ce stade, ou en tout cas pas comme la plupart des gens. En tout cas, elle en a une interprétation très personnelle, ce qu'on verra Exactement. tout à l'heure. Amélie Nothomb, en décidant de raconter l'histoire de votre père, vous acceptez aussi de raconter une partie de l'histoire de votre famille. Et on a eu l'occasion de se rencontrer plusieurs fois, comme ça, dans des entretiens sur de nombreux livres. Et je vous ai souvent dit que vous parliez de votre intimité plus facilement dans la fiction que dans les livres dits autobiographiques. Celui-ci est autobiographique et je trouve que vous en dites énormément sur vous et sur d'où vous venez, en fait. C'est un livre dans lequel mon périscope, c'est mon père. J'essaye de voir le monde à travers les yeux de mon père. Je crois quand même savoir quel enfant il a été, même s'il se confiait très peu là-dessus. Je connaissais les données de base, qui étaient assez spéciales, puisque son père est mort quand mon père avait 8 mois d'un accident militaire. Sa mère l'a, pour ainsi dire, zappé, parce que sa mère était tellement brisée par le chagrin qu'elle n'était pas capable de s'occuper d'un enfant. Donc mon père a été livré à lui-même, confié à ses grands-parents. Donc imaginez un petit enfant seul avec des personnes âgées et grandissant en dehors de toute réalité, il est très 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 seul, jusqu'au moment où les grands-parents, il s'agissait des grands-parents maternels, s'apercevant que le gosse va pas très bien, quoi. On dirait une petite fille, il est trop délicat. Bon, il faut faire quelque chose pour cet enfant, on va l'endurcir, on va l'envoyer chez les Nothomb. Et c'est ce qu'on fait. On l'envoie. C'est bon papa qui se dit, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, c'est pas possible, on va l'envoyer chez les Nothomb. Et c'est là qu'il découvre sa tribu, la tribu dont il porte le nom et dont par le fait même je porte le nom, c'est-à-dire les sauvages. Et le choc, j'imagine, c'est fascinant d'imaginer ce gosse de 6 ans, tout seul, qui débarque dans cette abominable tribu, à peine sortie de sa caverne, qui se trouve être par ailleurs une famille aristocratique. Ça, c'est vraiment c'est une famille incompréhensible. C'est une famille très haut en armoirie et qui vivait, mais vraiment en cherchant des racines dans la forêt, en crevant de faim et de façon en pratiquant vraiment le darwinisme pur et dur. Soit vous survivez, soit vous crevez et tout le monde s'en fout. Oui, un exemple, quand on sert à manger à table, c'est le pater familias qui se sert en premier et assez copieusement, et ensuite plus on descend vers les plus jeunes, moins il reste dans la soupière. Et les derniers ont quasi rien. Les tout derniers n'ont quasi rien à manger, et ça paraît naturel. Si vous êtes un petit enfant, survivez ou mourrez. J'y connais rien, moi, en noblesse. Vous êtes baronne ou pas du tout ? Oui, alors ça, c'est encore une autre histoire. Les Nothomb sont barons, mais pas les femmes. C'est-à-dire que la seule technique pour devenir une baronne, à supposer que ce soit votre ambition, c'est d'épouser un baron. Et je n'ai jamais eu envie d'épouser un baron. D'ailleurs, je n'ai jamais eu envie d'épouser qui que ce soit. Donc c'était très mal parti pour devenir baronne. Ça c'est pas arrangé avec la lecture du livre de Maud. C'est évidemment pas du tout arrangé avec la lecture du livre de Maud, mais là, il y a eu un espèce de paradoxe, là aussi très belge, qui s'est greffé sur cette histoire. C'est que tout à coup, en 2016, le roi Philippe a dit, mais c'est un scandale que cet écrivain qui nous fait honneur ne soit pas baronne, s'imaginant que j'avais beaucoup de dépit de ne pas l'être. Et il a dit, nous ferons une dérogation pour elle, Amélie Nothomb va devenir baronne. Bon, alors moi j'ai dit la seule chose que je pouvais dire, je dis à sire, merci, c'était mon souhait le plus cher. Donc vous voilà baronne ? Et me voici baronne, mais c'est une dérogation royale, voilà. C'est pas mal quand même. Je suis la seule Nothomb à être baronne sans avoir épousé un baron. Enfin, c'est une histoire belge. Ah là là.
Maud Ventura, vous avez fait des études de philosophie, vous travaillez dans l'audiovisuel, la radio c'est votre deuxième passion après l'écriture. Vous avez toujours écrit, journaux intimes, travaux d'étudiante. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous dites, allez, je me lance dans la fiction? Je sais pas. Merci d'être venu. Voilà, merci beaucoup. Non, mais en fait, vous avez tout dit. Effectivement, l'écriture a toujours été là, et ça a été une longue transition de. Enfin, je me suis pas réveillée un matin en me disant tiens, si j'écrivais un roman, et ça sort de nulle part, et j'ai jamais. Mais ça écrit c'est une arrivé ligne à de plein ma de gens vie. pendant le confinement. Hein. Si j'écrivais un roman. Et donc c'est vrai que ça a été une longue continuité. Donc ça commence par des journaux intimes que je tiens depuis toujours. J'ai beaucoup écrit lors de mes études. J'ai fait 2 mémoires de philosophie. On écrit beaucoup. Donc je me suis jamais dit tiens, je vais me mettre à écrire. Oh là là, qu'est-ce que ça fait? Et tout d'un coup, on découvre l'écriture. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce moment où en fait ce que je pouvais écrire, mes petites pensées sur mon carnet ou ce que je faisais pour mes études n'était pas suffisant. J'avais envie de raconter une histoire. Et en fait c'est quand j'ai rencontré mon mari, enfin le livre. Enfin j'ai pas de mari, mais voilà lui. Et ben voilà. Non. Vous n'êtes pas marié? Non, je suis pas mariée. Prenez votre temps, hein, prenez votre temps. Mais enfin, je suis désolée d'intervenir, mais c'est très difficile de croire que c'est un premier roman parce que c'est tellement maîtrisé. Ah, il y a une maîtrise incroyable. C'est extraordinairement bien écrit. Le personnage, dès qu'on entre dans le roman, on entend la voix du personnage. Ça, c'est vraiment le signe de l'écrivain accompli. On connaît cette femme, on la découvre, elle existe. Vous lui donnez une substance incroyable à cette femme. Elle m'a vraiment possédée tout de suite. C'est une folle furieuse. Une folle furieuse, mais alors terriblement attachante. J'aime cette femme, je voudrais la rencontrer. Eh bien, elle l'a. Elle arrive tout de suite. Non, mais c'est vrai que c'est très étonnant parce que, comme le dit Amélie, il y a une vraie maîtrise de l'écriture. Et pour moi, les romans réussis sont ceux où, dans les premiers chapitres, on pose des mines qui finissent par exploser dans les chapitres suivants quand on pose le pied dessus. Comment ça vous vient, ça? C'est inné, c'est du travail. Si c'est du travail, c'est le plus beau compliment que je puisse vous faire. Il ne se voit pas. Bah, effectivement, c'est beaucoup de travail parce que j'avais envie d'écrire cette histoire. Et donc, j'ai écrit quelques pages qui sont encore dans le livre, qui sont les premières pages. Et en fait, au bout de 5 pages, je me suis dit, écrire 5 jolies pages n'est pas écrire un roman. C'est quand même 2 exercices différents. Et donc, c'est là que je me suis posé la question, comment je transforme cette idée? Donc, la question de, est-ce qu'on peut trop aimer? Qu'est-ce qu'on peut faire par amour quand on va trop loin? Et comment je transforme ça en fiction avec cette obsession, mais de pas faire un truc chiant. Enfin, en fait, j'avais un peu peur, le côté bonne élève, étudiante, qui fait son truc bien, mais qui n'est pas très intéressant, et pas très... Enfin, moi, j'ai envie de distraire, j'aime bien les livres que j'ouvre et que je peux pas relâcher. Donc j'avais cette envie. C'est réussi. Oui. et donc c'est là que je me suis dit voilà, va falloir travailler quoi. Et la construction, on y reviendra tout à l'heure, mais cette construction sur les 7 jours de la semaine, on verra que pour chaque jour de la semaine, il y a des sortes de rituels, il y a une couleur. Enfin, c'est venu tout de suite aussi cette idée de construction ou ça, c'est le personnage qui a pris un peu le pouvoir? Non, elle est venue quelques mois après le début et ça a été vraiment un tournant. Je pense que quand on écrit, on a peut-être, enfin en tout cas pour moi, on a d'abord un sujet et à un moment on a la forme et c'est un déclic. J'étais partie visiter une exposition sur les jours de la semaine au Palais de Tokyo à Paris et en fait dans chaque grande salle c'était lundi, mardi, mercredi et donc l'artiste montrait en fait que chaque jour avait vraiment une connotation. Et en fait, moi, j'avais mes bribes d'idées, mes bouts, mais j'arrivais pas à l'organiser. J'ai dit, mais c'est ça, c'est 7 jours. Et je suis rentrée. Et après, j'ai tout ordonné. Et ça a roulé. Ça va très bien avec la psychorigidité du personnage. Parmi les caractéristiques qu'elle a, elle est super psychorigide. Ça va très très bien avec sa folie. Ça la rend terriblement attachante. Et ça rend sa manière de péter les plombs encore plus intéressante. C'est vrai qu'elle pète un peu les plombs. Oui. Un peu. La transition avec ma question suivante ne va pas être facile du coup, mais je reviens à votre famille, Amélie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui écrivaient dans votre famille finalement. Votre arrière-grand-père était poète. Je suis allé sur les réseaux de vente de livres anciens. J'en ai trouvé des livres de votre arrière-grand-père. Je les ai commandés, ils sont pas arrivés encore, mais il y a de la poésie. Hein. Mon Dieu. Vous êtes en train de me dire que j'ai dépensé mon argent pour rien, c'est ça? Comment vous expliquer Dites-moi tout. C'est là que je suis très gênée, parce que chaque fois que je parle, je me dis que papa doit être là d'une manière ou d'une autre à m'écouter, et mon père vénérait son grand-père. Bon, je suis désolée papa, là, cette fois-ci tu vas pas pouvoir m'engueuler. Hein. Bon, comment vous expliquer que la poésie de Pierre Nothomb m'inspire un certain scepticisme? D'accord.
Voilà. Et elle a l'air pour le moins austère. C'est de la poésie à l'ancienne. Enfin, l'idée, c'était que mon arrière-grand-père, Pierre Nothomb, qui se prenait pour Victor Hugo, et qui, par ailleurs, comme Victor Hugo, aimait beaucoup les femmes, et qui, par ailleurs, était un grand chrétien, chaque fois qu'il péchait, et il péchait souvent avec une nouvelle femme, écrivait des poèmes chrétiens dans l'idée d'obtenir son salut. Donc, c'est-à-dire, il ajoutait au péché le suprême péché de sa poésie. Je suis tout à fait d'accord avec son fils Jean qui dit que c'est pas un poète, c'est un poète. Vous voyez ce qu'on veut dire. Donc c'est de la poésie à l'ancienne avec des diérèses et des synérèses. Il est question de saints glorieux et de choses comme ça. Bon, enfin, si on adore Baudelaire, je vous déconseille de lire Pierre Nothomb. Alors, autre fait intéressant, votre père, quand il était petit, voulait être gardien de but ou chef de gare. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça parce qu'à un moment, il a bien fallu lui trouver un métier. Et puis, c'est plus ou moins sa mère qui dit, il devrait faire la carrière, c'est-à-dire la carrière diplomatique. Et là, il a une réaction. Il dit jamais. Jamais, ça a l'air beaucoup trop ennuyeux. Ce qu'il veut faire à ce moment-là, c'est auteur dramatique. Oui. Il y a un virus dans votre famille. Hein. Non, il y a un virus. Bon, j'appartiens à une famille politique. Depuis que la Belgique existe, il y a toujours eu un Nothomb au gouvernement. C'est un Nothomb qui a écrit la constitution belge. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut l'en féliciter. Bref, quand on est, c'est une chose connue. Il y a une proximité entre la politique et la littérature. Tous les hommes politiques se croient écrivains. Personnellement, là aussi, je suis très sceptique. Là, je partage. Je veux dire, c'est comme si je me mettais à faire de la politique. Vous imaginez le désastre. Bref, quand on me dit que j'appartiens à une famille d'écrivains, généralement, je garde un silence poli. Ok. Donc, merci d'avoir fait l'effort d'avoir fait 4 phrases. Oui. Je parlais de votre arrière-grand-père poète, mais je m'arrête tout de suite. Le poète. Oui. Puisqu'on parle. Il a fait de la politique aussi, c'était un désastre. Oui. Mais puisqu'on parle de poésie, j'aimerais vous parler du bateau ivre. Ah, ça c'est autre chose. Parce que le bateau ivre joue un rôle non négligeable dans la vie de votre père et dans son livre, où ce poème est en épigraphe de plusieurs chapitres. Vous l'avez vu. Alors j'ai cherché le livre de votre père et je l'ai trouvé. Ça c'est très très émouvant. Voilà, le livre de son papa. Avec la photo de lui quand il est... C'est la première édition. Hein. C'est le jour où il a été libéré voilà, de la prise exactement. d'otage. Oui, j'adore cette photo. Et ce livre a été écrit en 66. C'est ça, c'est-à-dire que... Il est paru en 92, en 92. Il n'avait pas le droit Exactement. Il fallait qu'il respecte un délai en tant que... Voilà, qu'intervenant politique, il devait... C'était un délai de 30 ans ou quelque chose comme ça, avant cette publication. Bon, c'est un sacré récit, mais je l'ai lu 2 fois. À la fois, c'est passionnant et à la fois, c'est dramatiquement insuffisant. C'est-à-dire, c'est une mine. Si vous faites une thèse sur la politique africaine, vous devez lire ce livre, hein, vous saurez tout. Mais si vous voulez savoir ce que mon père a pu éprouver pendant cette prise d'otage, et d'ailleurs pendant le reste de sa vie... Mais il est d'une pudeur incroyable. Et c'est d'une pudeur, mais insensée. C'en est même frustrant. Enfin, la scène du peloton d'exécution existe qui dans ce livre. Qui ouvre votre roman. Oui, et quand on lit la scène du peloton d'exécution dans son livre, moi j'avais envie de dire, mais papa, mais au secours, tu vas pas me faire croire que tu n'as rien éprouvé pendant... Tu avais 12 hommes qui te tiraient dessus, et toi tu racontes des faits, comme ça, puis tu passes à autre chose. Il ne s'est rien passé. Enfin, c'est insupportable, d'autant plus insupportable que, comme je vous le disais tout à l'heure, mon père était, et ça se voyait, même s'il ne le montrait pas, un homme extrêmement émotif. Donc, cette constante autocensure due à son éducation très particulière m'a considérablement frustrée, d'où la nécessité d'écrire ce livre. Maud Ventura, avec ce personnage de femme plus qu'aimante, attentive à tous les gestes du quotidien, aux attitudes, aux regards, en admiration absolue devant son mari, on pourrait vous accuser de ne pas être très féministe. Et en fait, c'est tout le contraire. Ouais, effectivement, c'est tout le contraire. Permettez-moi, je prends juste une précaution. Si vous faites partie des gens, détestables, qui commencent les livres en les lisant par la fin, ne faites pas ça avec Maud Ventura. C'est interdit. Vous vous priverez d'un trop grand plaisir. Vous privez de 400 pages de plaisir. C'est ça, il faut vraiment le lire dans l'ordre. Ne faites jamais ça. Je reviens à ma question. On va le vendre sans les dernières pages et après on les enverra si les personnes ont lu le livre. Moi je pense qu'il aurait fallu faire ça. Il aurait fallu enlever l'épilogue et l'envoyer sur demande. Ça me paraît être une bonne solution pour les réimpressions. Je vais le soumettre à mon éditrice qui est juste à côté.
Oui, c'est vrai qu'à première vue, faire une femme mariée, 2 enfants, qui vit pour son mari, qui ne fait que attendre, qui rentre à la maison pour lui cuisiner un petit plat, a priori, il y a effectivement quelque chose de pas très 2021. Et en fait, pour moi, c'est tout l'inverse. L'idée, c'était que je lis, moi, partout, des livres avec des héroïnes fortes, indépendantes, intrépides. Et c'est super de changer les récits et de mettre en scène ces femmes. Mais je vois bien qu'il y a un décalage avec ce que moi, je vis. J'ai 28 ans et j'ai pas mal d'amis. On commence à se mettre en couple. Et la question de rencontrer quelqu'un se pose. Et il y a quand même ce décalage entre les grands discours féministes sur l'indépendance et le concret de « alors, il a répondu à ton texto ». Et c'est quand même... Et je me dis, il y a quand même... Mais c'est tellement vrai. Mais c'est ça. Et il y a mes copines ultra féministes qui disent non mais Yvan a eu un poste à Londres, je vais le suivre, tant pis pour mon travail. Et je me dis ah oui, dis donc. Et donc je pense, heureusement que c'est pas enregistré, sinon ma copine me tuerait parce que c'est un vrai exemple. Je crois que c'est enregistré. Bon, bah coucou Marie, voilà. Mais et donc il y a quand même un décalage entre les deux, et donc je me suis dit, j'ai l'impression que le féminisme a permis de faire avancer la question sur tellement de sujets, notamment prendre un seul exemple, l'égalité salariale, ou le sexisme dans la rue, ou dans le monde du travail. Et je trouve que c'est pas encore interrogé dans le couple, dans les inégalités qu'il y a quand on est marié et quand on vit à deux. Et donc voilà, j'ai voulu faire l'inverse et justement montrer une femme pas du tout libre, pas du tout indépendante, a priori pas du tout féministe, et de montrer aussi qu'elle est très malheureuse et que finalement ces schémas un peu hérités du passé, d'ailleurs la couverture est très années 50, bah, persistent encore aujourd'hui, et que je pense pas qu'ils mènent vers des couples très sains, et je pense pas que moi j'ai grandi dans les années 90 avec les Disney, les comédies romantiques américaines, et donc cette idéalisation du prince charmant, en fait je pense que quand on se construit comme ça, je suis pas sûre qu'on puisse être très heureux à deux. Donc, ouais, c'était ça le message en tout cas. Très bien. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la construction de votre roman, avec ces chapitres qui correspondent aux jours de la semaine, et pour chacun des jours de la semaine, des sortes de rituels. Moi, j'ai l'impression que votre héroïne, elle passe son temps à s'auto-enfermer, c'est-à-dire à trouver des rituels qui lui donnent des habitudes, des obligations, pour avoir le moins de liberté possible. Je pense que c'est un personnage qui manque beaucoup de confiance en elle, qui est dans la suranalyse permanente, et donc effectivement elle essaye de cadrer son quotidien pour un peu avoir des repères stables, et donc ça passe par ce rituel et par se rattacher à tout, et parce que, comme vous le disiez au début, elle est dans cet état des débuts de passion. Elle est dans ces moments où on passe une journée entière à attendre un texto, enfin, ce qui est quand même un état de folie qui est quand même partagé par beaucoup de monde à un moment dans leur vie, sauf qu'elle, ça dure depuis 15 ans, elle est dans cette attente, dans cette instabilité, d'où l'envie de tout réguler et l'aspect un petit peu obsessionnel. Après, tout réguler, mais tout contrôler aussi. Oui, enfin, contrôler. L'exemple de la boîte aux lettres, il est incroyable, parce qu'elle n'est pas censée avoir la clé de la boîte aux lettres, mais elle a réussi à en faire un double, et elle vérifie l'arrivée du courrier tous les jours. Enfin, elle est totalement parano. Le coup de la boîte aux lettres, comment vous avez fait pour penser à ça ? Est-ce que je peux vraiment répondre à cette question ? Il y a beaucoup de moi dans ce personnage, donc... Ok, normalement vous avez 2 jokers, vous venez d'en perdre un, il vous en reste plus qu'un. Non, mais c'est vrai que... Vous avez bien fait de venir, messieurs, dames. Je me suis déjà demandé, enfin, en fait, la question a déjà émergé dans ma tête, de effectivement, si la personne avec qui je vivais recevait du courrier, moi, j'avais pas la clé de la boîte aux lettres, donc en fait, j'en saurais rien. Et donc à un moment, ça m'a peut-être un petit peu angoissée. Non, mais c'est de l'ordre d'un truc qu'on a à peu près. C'est elle. Mais moi, je précise, j'adore cette femme. Non, mais je vais essayer de venir un peu à son aide, parce que la pauvre, elle est en difficulté là. Honnêtement, qui parmi vous, s'il a l'occasion de lire ce qu'il y a dans le téléphone de son conjoint, résiste? Vous avez résisté, vous n'avez pas lu? Non. Qui a vraiment résisté? Mais moi, je ne sais pas comment fonctionne... Punaise, il y a 50 menteurs dans la salle. Je ne sais... C'est ça. Je ne sais pas comment fonctionne un téléphone portable. Oui, non, ça je sais, Amélie. Ça je sais. Pour fouiller. Ni un ordinateur. Oui. Non, c'est pour ça quand on essaie de vous appeler sur votre portable, c'est compliqué. C'est pas faux. Mais je reviens à ces rituels, les couleurs aussi. Alors, je ne sais pas si vous vous êtes attaché à la signification des couleurs, parce que vous ne le dites pas dans le roman, mais probablement que vous n'avez pas choisi les couleurs au hasard par jour de la semaine. Oui, chaque jour a
une symbolique. Et en fait, c'était aussi un peu l'écueil possible de faire un livre divisé en 7 jours de la semaine. Il fallait pas que ça soit répétitif. Il fallait que chaque jour ait vraiment une couleur. Et donc, il y a l'idée aussi, j'ai imaginé ça un peu comme dans un film où il y aurait 7 séquences et à chaque fois, la couleur change et à chaque fois, on est sensible à d'autres choses. Et à chaque fois, oui, c'est toujours la même chose. C'est quasiment un huis clos. On est chez elle, elle emmène ses enfants à l'école, elle va travailler. Enfin bon, c'est quand même le quotidien, mais il y a des nuances qui changent. Et on comprend à la fin pourquoi. Enfin bon. Et il y a aussi des transgressions extrêmement paradoxales, hein, parce que toujours dans l'idée de rendre son mari fou d'amour, elle prend un amant, mais elle ritualise le truc à fond. Elle voit l'amant dont elle n'a strictement rien à fiche. Elle le voit de façon très ritualisée. Enfin, elle expédie ça, mais tout ça, à la fois le cachant à son mari, mais persuadée que son mari va le sentir. Enfin, on va pas tout dévoiler, mais il y a effectivement un amant et il y a un petit coup vite fait pendant l'anniversaire d'un des enfants. Oh. Ouf, ah ouais, c'est un petit coup vite fait dans les toilettes, hein, quand même. Donc c'est là aussi qu'elle est fascinante. Mais elle est très paradoxale, du coup. Elle est très paradoxale. Mais moi, je pense vraiment qu'on peut tromper quelqu'un parce qu'on est trop amoureux. Parce qu'en fait, quand on est dans une relation déséquilibrée, et qu'on est la personne qui est super amoureux et on attend toute la journée tous les faits et gestes de l'autre, en fait, à un moment, tromper la personne avec qui on est, c'est une manière de reprendre le pouvoir, c'est ce qu'elle explique. Elle dit, en fait, c'est 1 heure dans ma journée où j'attends pas et où je suis maîtresse de ce que je fais et où je suis détachée. Enfin, c'est ce qu'elle dit elle-même. C'est pas moi qui souffre, c'est l'autre. Oui, c'est ça. C'est ça. Et moi aussi, ouais. j'ai du pouvoir sur lui et moi aussi, Parce que quand je parle du petit coup vite fait, c'est un peu un raccourci que j'utilise. Mais il y a toute cette ambiguïté, est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'il m'a pas vu? Et ça, c'est très important dans sa relation à sa relation. Oui, parce qu'elle va tout regarder. Et en fait, la question, c'est qu'est-ce que lui perçoit. Et l'idée pour moi, c'était que le lecteur ne le sache pas pendant longtemps. C'est un roman qui est écrit à la première personne, donc au jeu. Donc on est dans la tête de cette femme, dans ses pensées, et on se dit, est-ce que là, elle débloque ? Est-ce qu'elle dit la vérité ? Ouais. Est-ce que c'est elle qui interprète ou est-ce que de fait ? Voilà, il y a une scène, par exemple, un soir de semaine, un mardi soir, ils regardent la télé tous les deux. Et là, elle se dit, il me prend pas la main. Bon, ouais. Donc elle décale un peu sa main comme ça. Elle se dit, bon, elle met sa main sous la sienne. Et là, il change de position. Donc elle compte le nombre de secondes où il garde la main collée. Et là, il change de position. Et là, il reprend pas sa main. Donc là, elle est dévastée. Mais Amélie vous a posé une question très intelligente tout à l'heure. C'est comment ça vous vient cette idée? Oh, bah, je sais pas. Deuxième joker. Vraiment, vous savez, l'inspiration, ça tombe comme ça. Ça s'explique pas. Mais en fait, c'est une grande jalouse. Non, plus sérieusement, en fait, c'est des choses que j'ai pu ressentir, enfin des idées que j'ai pu avoir, surtout quand j'étais en train d'écrire ce livre, où donc j'étais dans la tête de mon personnage et j'y pensais tout le temps. Et en général, j'allais penser un quart de seconde à, par exemple, ah, c'est bête, franchement, pourquoi j'ai pas les clés de la boîte aux lettres ? Et après, je pense à autre chose parce que je suis une personne un peu saine. Elle se rattrape bien. Hein. Et là, je me dis, ok, comment j'en fais de la fiction ? Parce que l'idée, c'est aussi de séduire les lecteurs, de les faire rire, de leur donner envie de lire. Donc là, j'en crée de la fiction. Donc je tire le fil, et je fais d'un petit fait, d'une petite idée, une scène. Donc j'extrapole. Parmi les excellentes idées de ce livre qui vraiment regorge de bonnes idées, c'est que cette femme n'appelle ce personnage que mon mari. On ne sait jamais son prénom. Et c'est même pas il, c'est toujours mon mari, mon mari. C'est comme un mantra. On sent qu'elle elle est en extase rien que de dire mon mari. J'ai connu quelques épouses comme ça qui, quand elles disaient mon mari, elles avaient tout dit, quoi. C'est qu'un adoubement, il y a un mari, c'est tellement formidable. C'est une idée géniale. C'est le fameux mon mari. Moi, je pense que vous devez prendre Amélie comme attachée de presse. Mais pardon. Oui. Hein. Je vais l'emmener avec moi partout. Oui. On va revenir à vous, Amélie Nothomb, et à votre père. Je reviens à cet endroit, le château qui s'appelle Pont-d'Oie, c'est ça? Le Pont-d'Oie, oui. Honnêtement, c'est à la dure. Hein. Ils sont pas chauffés, ils pètent de froid la nuit, ils mangent pas à sa faim. Et pourtant, il a qu'une envie, c'est d'y retourner. Voilà. Comme si c'était quelque part trouver une tribu plus qu'une famille. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce petit garçon, mon père, qui souffrait d'une solitude épouvantable, mon père n'a jamais supporté la solitude, et qui tout à coup se retrouve intégré à une espèce de horde barbare, où certes, où on n'est pas chauffé, on n'est pas nourri, mais on fait partie d'un clan, et tout à coup, ce petit garçon de la ville trouve ça absolument génial. Il ressent une appartenance animale pour
envers les Nothomb. Je crois que c'est ce qui explique tous les dévouements que mon père a pu avoir, non seulement vis-à-vis de cette famille par la suite, mais même, je crois, vis-à-vis de la Belgique. Mon père est devenu ambassadeur de Belgique. Mais je ne peux même pas vous dire à quel point il était ambassadeur de Belgique. C'est-à-dire qu'il était question de la Belgique, mais c'était Dieu, quoi. Vraiment, je crois que c'est les Nothomb qui lui ont inspiré une espèce de dévotion animale pour ce pays. On parlait de l'engagement de l'héroïne du livre de Maud Ventura. En matière d'engagement, votre père était pas mal non plus, hein, parce que Incroyable, oui. il a épousé votre mère malgré le veto de la famille. Enfin, il s'est battu. C'était un sacré type. Hein. Malgré la dévotion familiale que je viens d'évoquer, quand il y a eu un interdit, mais un interdit très grave sur le fait qu'il épouse une femme soi-disant pas assez noble pour lui, eh bien, il l'a épousée, mais c'est à ce moment-là qu'il a compris que la vie de diplomate le sauverait puisqu'il irait vivre à l'étranger, il pourrait aimer son pays puisqu'il le représenterait, mais il n'aurait pas toujours à rendre des comptes au clan. Et c'est au cours de ses aventures, donc lors de son premier poste, qu'il se retrouve pris dans la plus grande prise d'otage du XXe siècle et dans la peau du négociateur puisqu'il était consul général. Et lui qui rêvait... Oui, pardon. Il a été propulsé consul général. Et le pire, c'est que c'est pas lui qui aurait dû aller là-bas. C'est pas lui qui aurait dû aller là-bas. C'est celui qui a signé la préface de son livre. C'est ça, c'était l'ambassadeur de Belgique qui aurait dû y aller, mais l'ambassadeur de Belgique s'est dit, bon, je vais envoyer le petit jeune, là. Puis Patrick Nothomb, 28 ans, débarque à Stanleyville. Le lendemain. Premier poste. Le lendemain, la prise d'otage commence. Et le comble, c'est que mon père est fou de joie. Parce qu'il se dit, voilà, mon père avait toujours voulu devenir un héros, il n'avait rien pour devenir un héros, c'était un homme délicat, féminin, qui s'évanouissait à la vue du sang. Et là, il a 1500 personnes dont il doit sauver la vie. Et qui sont pris en otage. 1500 personnes prises en otage à Stanleyville. À Stanleyville. Qui est Kisangani aujourd'hui. Qui s'appelle aussi aujourd'hui Kisangani. Le comble étant qu'il réussit cette mission, parce qu'il y a eu, en tout, je pense qu'il y a eu 60 morts, alors qu'il aurait pu y en avoir 1600. Oui. Je reviens à cette question d'engagement et au fait qu'il ait épousé votre mère, parce qu'il y avait une expérience précédente avec une Édith, et ça j'adore ce passage, parce que un jour il la voit fâchée, et il se jure de ne plus jamais tomber amoureux d'une femme sans l'avoir vue fâchée. C'est un super critère. Quel homme sage. Mais c'est lui qui vous a raconté ça, ou ça c'est la romancière qui s'est dit... Il a dû réagir comme ça. Je vous assure, j'ai énormément observé. Mon père ne se confiait jamais. Je l'ai énormément observé et je regardais très fort son comportement avec les femmes. Parce que c'est étrange, mais il plaisait beaucoup aux femmes, alors que c'était le contraire d'un séducteur. Mais quand il était beau gosse, hein. Tout jeune, il était beau. Malheureusement, physiquement, il n'a pas très bien vieilli. Mais il a séduit jusqu'au bout. Et je voyais qu'il observait beaucoup les femmes. Et quand il voyait une femme en colère, je voyais qu'il la regardait très fort, l'air de dire « Oh là là, c'est le moment de faire son diagnostic ». Et je suis absolument sûre qu'il a pensé tout ça, parce que de toute façon, il devait avoir très bon goût en matière de femme, puisqu'il a épousé maman. Oui, il a bien fait. Oui. Je reviens à vous, Maud Ventura. Ce qui est intéressant, c'est que votre narratrice, elle est consciente que son amour est pas normal. Elle le dit d'ailleurs dès les premières pages, jouer à l'amoureuse n'est plus de mon âge, la passion est inappropriée avec 2 enfants à la maison, hors de propos après tant d'années de vie commune, je sais que je dois me contrôler pour aimer. C'est surtout son mari qu'elle contrôle. Plutôt qu'elle-même ? Bah oui. Moi je trouve qu'elle se contrôle surtout elle-même. Hein. Elle est... C'est même effrayant à quel point elle se contrôle elle-même. Les deux, parce que il y a des petits relâchements quand même de temps en temps, heureusement. Mais en fait, je pense qu'elle voudrait le contrôler, mais elle voit bien qu'il lui échappe, parce que juste c'est un être humain. Donc elle peut pas le contrôler autant. Ne divulgachez pas trop. Mais quand je lisais ce livre, je n'arrêtais pas d'imaginer. Je ne connaissais pas encore Maud. Maintenant, je vais me relire le livre en imaginant que Maud est cette femme, parce que ça va beaucoup m'amuser. Non, ne faites pas ça. Mais la première fois que j'ai lu ce livre, j'imaginais cette femme sous les traits d'un personnage de Desperate Housewives qui est Brie Vanderkamp. Et je trouvais que c'était tout à fait ça. Mais de fait, quand je l'ai créée, aussi parce qu'il y avait des parts de moi en elle, j'ai voulu vraiment faire une fiction et un roman. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire un roman avec une femme qui a 40 ans,
qui est mariée, qui a 2 enfants. Elle est grande, 1m80 et elle est blonde. Donc autant vous dire que je ne fais pas 1m80, j'ai pas 40 ans non plus, et puis je suis pas mariée. Et donc c'était aussi une manière de créer un personnage et d'être sûre que évidemment il y a des choses, enfin des questions qui me touchent, mais c'était une histoire et je voulais la mettre à distance. Alors moi, c'est ce qui me fascine chez vous et dans votre roman, c'est que vous êtes jeune, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas vécu en couple marié. Et je trouve que dans votre livre, il y a des phrases comme ça. Je vais vous donner un exemple, page 319, mais des phrases Oui, celle-là, oui. Vous rappelez? Non, pas du tout. Vous allez voir, je pense que c'est le cœur de votre livre. On a tous à un moment une décision à prendre, choisir d'aimer ou d'être aimé. C'est la parfaite définition de votre livre. Et comment on fait à votre âge pour avoir cette sagesse-là? Moi, j'ai mis 50 ans à y arriver et encore, j'ai des rechutes. Qu'est-ce que tu as choisi? Ouais, c'est ça. J'ai choisi d'aimer, enfin. Ah, d'accord. Enfin. Mais j'aime large, par contre. Je vous ai dit que vous aviez bien fait de venir. Maude. À un moment, on est obligé de choisir, aimer ou être aimé. C'est fondamental. En tout cas, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivée. Parce que l'amour et la question du couple est quelque chose qui me fascine depuis toujours. Donc j'ai des discussions quand même très longues autour de tasses de thé avec toutes mes copines sur leurs histoires d'amour. Elles me racontent les histoires de leurs amis que je ne connais pas. Donc j'ai quand même commencé à faire un échantillon d'histoires d'amour assez important parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse plus que Allez ça. raconter vos confidences amoureuses à Maud Ventura. Elles finiront Faites dans un très livre, attention à mais ce que c'est vous pas lui dites. grave. Mais donc c'est vrai que ce sujet, moi, me passionne et j'en suis arrivée à cette conclusion. Après, j'espère que c'est pas vrai et j'espère qu'on peut un jour arriver dans un couple à égalité. On aime autant l'un que l'autre et une relation saine. Mais c'est vrai qu'il y a un peu la tentation, surtout à des âges comme les miens, on a l'impression qu'on va choisir un partenaire pour la vie et que, enfin, c'est littéralement on parie comme sur un cheval, quoi. On se dit, je mets mes pions là-dessus. Ne me dites pas que vous croyez encore à ça. Non, j'y crois pas, mais en tout cas, je me suis posé la question et je me suis dit, c'est quand même. Enfin, être dans une relation déséquilibrée, on se dit, mais en fait, cette personne est fondamentale. Elle arrive dans une pièce, le temps s'arrête, je suis folle de lui. Bon, bah, je vais vivre avec cette personne. C'est peut-être pas l'idée du siècle, quoi. Enfin, c'est peut-être pas le bon critère. Et au contraire, être avec quelqu'un qui nous dit idolâtre, non, on se dit, ouais, bof, mais bon, c'est vrai que c'est confortable. C'est pas non plus quelque chose que je pense être une bonne définition de l'amour. Mais en tout cas, je me suis posé la question à un moment. En vous lisant, je vous imaginais en expert, puisqu'on parle de séries télé, genre les experts Miami, mais en train de disséquer un couple comme ça. Alors il y avait la découverte de la page 319, il y en a une autre, page 157. J'ai découvert un monde de preuves d'amour, avec de l'engagement partout, mais de l'amour nulle part. C'est d'une violence, cette phrase, incroyable. Oui, parce qu'en fait... Et d'une maturité, de nouveau. Parce que j'ai eu quelques histoires d'amour. Nous voilà rassurés. Et je vois bien que, en fait, les preuves d'amour, c'est pas de l'amour. Et que quand un couple va mal, parfois, on a envie de se rattacher à ça. Je me disais, bon, bah, peut-être que mon couple est un peu instable, mais peut-être que s'il me demande qu'on emménage ensemble, ça veut dire quelque chose. Et s'il me demande en mariage, ça veut dire quelque chose. Et s'il veut faire des enfants avec moi, ça veut dire quelque chose. Et on se rattache à ces éléments concrets, mais qui finalement, un monde de preuves d'amour, mais où il n'y a pas d'amour. Alors, en lisant votre livre, on a l'impression d'apprendre beaucoup de choses sur l'amour. Pourtant, je me demande si on peut apprendre quelque chose en amour. Votre héroïne affirme, en amour, je n'ai jamais rien appris. Oui, ça c'est mon héroïne. J'espère être un peu plus sage. Mais donc, on peut apprendre ? Oui, je pense. Je pense qu'on apprend et que, notamment, mon héroïne est dans une relation très adolescente. Et c'est peut-être une phase par laquelle on passe parfois. Et on voit aussi l'écueil. Et ce livre, pour moi, c'est le livre de l'écueil des relations passionnelles. C'est les grandes histoires d'amour qui vous transportent, etc. Oui, bon, bah, en fait, après, qu'est-ce qui se passe quand une fois qu'on est marié à la maison avec 2 enfants? Est-ce que ça dure vraiment comme ça et est-ce que ça rend heureux? Amélie, vous qui avez une grande expérience sur vivre à la maison avec 2 enfants. J'ai envie de dire, vous dites l'écueil. L'écueil, oui, mais c'est pas du tout le récit d'un échec. C'est ça qui est le plus fascinant dans votre livre, c'est que ce cauchemar marche très bien. Oui, mais mon personnage est très malheureux, donc ça dépend quel est notre critère. Mais je ne pense pas qu'elle veuille forcément être heureuse. Hein. C'est pas son but. Elle est toute à son amour fou pour son mari, et la combustion fonctionne très bien. Quand on sait tout à la fin, on se dit, en fait, c'est une histoire qui roule. En fait, ça dépend ce qu'on cherche, et en tout cas, c'est un livre sur la passion.
Donc il n'y a pas un de mes livres préférés de tous les temps, c'est Passion simple d'Annie Ernaux. Et il n'y a pas longtemps, il est sorti adapté au cinéma. Et j'y suis allée et je pleurais à la fin. Bon, je suis plutôt d'un tempérament émotif, mais je pleurais à la fin et je me disais, mais plus jamais. Plus jamais. Je me suis dit ça pendant toute la fin du film. En fait, c'est une espèce de moment où on vit une telle passion que plus rien ne compte, où on a des rendez-vous avec nos amis, on annule d'une heure à l'autre parce que la personne est soudainement disponible, ou on est prêt à rater l'anniversaire de notre mère parce que le mec est disponible à l'autre bout de Paris. Mais enfin, c'est plus possible, et donc c'est vrai que ça dépend des critères, mais en fait, ces relations passionnelles qui nous empêchent de voir d'avoir une vie équilibrée par ailleurs, parce que elle travaille, elle est professeure d'anglais et traductrice, mais en fait, elle s'en fiche un peu de son travail, elle s'en fiche de ses enfants, elle s'en fiche de ses amis. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui compte d'autre, et je me dis, moi, plus jamais. Alors, je comprends très bien que vous ne vouliez pas ça pour vous, d'ailleurs je ne le voudrais pas davantage pour moi, mais le fait est là, je trouve que votre héroïne mène très bien sa barque. Vu ses aspirations, elle assume, hein. Vu ses aspirations, son histoire marche très bien. C'est vrai qu'en 15 ans, elle a eu le temps d'installer un système qui fonctionne. Bon, le temps passe à toute vitesse. Il faut qu'on parle encore un peu de votre papa, Amélie Nothomb, parce que vous racontez son histoire de sa naissance à ses 28 ans, c'est-à-dire juste avant votre naissance, qui pourrait ne jamais avoir eu lieu. Il dit d'ailleurs à Gbénié, ça dépend de vous, Monsieur le Président. Alors ça, je l'ai pas trouvé dans votre roman, mais j'ai trouvé dans le livre de votre papa. Vos parents vous appelaient de temps en temps la fille de Gbénié. L'enfant de Gbénié. Oui, c'est quand même d'abord, bravo à mon père, vous vous rendez compte, il vient d'échapper au peloton d'exécution, je veux dire, il y croyait à fond qu'il allait y passer. Donc vous imaginez, vous venez à la seconde de réchapper au peloton d'exécution, le commanditaire de cette excellente plaisanterie vient vous dire alors c'était chouette, hein, tiens, vous avez des enfants? Oui, 2. Ah, vous voulez un 3e enfant? Et mon père répond du tac au tac, ça dépendra de vous, Monsieur le Président. Je veux dire, avoir un tel talent de la répartie, ne serait-ce que pour ça, c'est un héros. Et je crois, ce qui est très fort, c'est que ça n'a pas été qu'une répartie, puisque c'est réellement à ce moment-là que pour la première fois, il s'est dit, tiens, au fond, et si j'avais un 3e enfant? Mais vous imaginez ce que c'est pour moi, ça veut dire que je suis née à la fois de l'extrême proximité de la mort, mais aussi d'une impulsion de vie absolument formidable, parce que évidemment que quand on vient de réchapper au peloton d'exécution et que par miracle on est toujours là, là vous êtes chargé de vie, mais à bloc. Donc, résulter du projet d'un tel instant m'investit d'une sacrée charge de vie. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup, Amélie Nothomb, vous le disiez tout à l'heure, votre père ne se confiait pas. Moi, je me suis demandé comment vous aviez découvert tout ce qui s'est passé à Stanleyville. Parce qu'on récapitule les faits, hein. Ça dure jusqu'en 66. Il écrit un journal pendant les événements, en tout cas une partie. Il publie ce journal avec quelques retouches, mais plutôt des retouches stylistiques, c'est-à-dire sur les faits, oui. Il ne bouge plus rien. C'est ça. Et ce livre reste dans un tiroir jusqu'en 1992. Oui. À ce moment-là, le livre paraît. Vous le vivez comment, la parution de ce livre? Vous découvrez le détail des événements ou comment ça se passe? Je découvre le détail des événements à ce moment-là, puisque je savais qu'il y avait eu un truc. C'est finalement notre mère qui nous en parlait, parce que papa n'en parlait absolument jamais. Donc notre mère nous racontait un petit peu ça, mais elle-même n'y était pas, donc elle ne savait pas très très bien ce qui s'était passé. Donc en 92, je lis le livre une première fois. Bon, quand on lit, disons les choses très simplement, c'est un livre difficile à lire. Hein, quand on est la fille du narrateur, c'est encore plus difficile. Mais oui, mais en plus, les 9/10 du livre, c'est de la politique africaine et c'est complexe. C'est très très complexe. Bon, quand j'ai lu ce livre, j'ai pensé, ça y est, mon père, je me doutais que mon père est un héros, mais ça se confirme. Et ensuite, mon père meurt l'an passé, et là, je relis le livre, et c'est là qu'a commencé la frustration, me disant, mais ce livre ne dit pas grand-chose. Ce livre si détaillé ne dit pas grand-chose. Comment as-tu vécu ça, papa? Qui étais-tu pour vivre ça comme ça? Mais quand le livre est paru en 92, vous avez essayé de lui poser des questions, d'en savoir un peu plus? C'était impossible. Papa était quelqu'un de très impressionnant, de très distant, et franchement, c'était pas facile de lui poser une question. Je sais que ça a l'air paradoxal, parce que c'est évident qu'un très grand amour me lie à mon père. Je savais qu'il m'aimait, je sentais qu'il m'aimait, et je suis sûre qu'il sentait que je l'aimais aussi. Ça ne rendait pas le dialogue facile. Il y avait une extrême retenue entre nous. Donc,
Mais c'est ça aussi qui est extraordinaire, c'est que j'ai découvert qu'après la mort, il n'était pas trop tard pour l'interroger. Alors, inutile de recourir uniquement au discours, faire tourner des tables et des choses comme ça. Il suffit d'avoir réellement aimé quelqu'un pour après le faire vivre en soi. Et écrire est un moyen d'investigation si fort qu'en écrivant de l'intérieur ce qu'il avait vécu, j'ai trouvé énormément de réponses. Vous disiez qu'il détestait la solitude. Pour Oui. avoir lu son livre, il y a un moment, il est. Alors, il faut raconter que tous ces otages sont pris en otage dans une ville, Oui, mais qu'à un moment, il est incarcéré dans la prison. oui. Et non seulement il est incarcéré avec un certain nombre d'autres Belges et Américains, mais on le met à l'isolement. C'est ça. Et c'est le pire Ça moment. dure pas très longtemps, Pour lui, c'est le mais pire. pour lui, c'est le pire C'est le des pire. pires des moments. Il se voit mourir là quand il est seul. Il se voit mourir parce que ça lui rappelle sa toute petite enfance, quand il était tout seul avec ses grands-parents. Et ça, pour lui, c'est l'épreuve. Autant côtoyer la mort tous les jours, il en était capable, autant être enfermé tout seul, pour lui, c'était pire que tout. Là, je pense que je lui ressemble un peu. Je pense que c'est une chose que je ne supporterais absolument pas non plus. Vraiment. Être enfermé toute seule, en plus, je ne sais pas très bien quels étaient les sentiments de mon père vis-à-vis de lui-même, mais moi, je sais que j'ai des sentiments très hostiles vis-à-vis de moi. Donc, je pense que ce serait la pire chose qu'on pourrait me faire. Alors l'autre chose, ce que vous dites dans votre roman, c'est que il s'évanouissait à la vue du sang. Exact. La scène finale du livre de votre père, c'est la libération par les militaires belges. Il y a quand même un paquet de morts. Il est au milieu, ça tire dans tous les sens. Il y a des gens qui tombent sur la route. Oui. Et là, du sang, il en a forcément vu. Oui. Et c'est là que c'est la seule fois de sa vie qu'il ne s'est pas évanoui à la vue du sang. C'est ce qui me fait dire qu'il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Là, il savait que s'il s'évanouissait, il mourrait. Quand les rebelles, à la fin, ont pris les kalachnikovs pour vraiment tirer dans le tas, il n'y avait qu'une seule chose à faire, s'enfuir au milieu du sang, mais s'enfuir. Et il en a été capable. Est-ce que vous avez l'impression, après avoir écrit ce roman, Premier sang, de mieux connaître votre papa? Mais beaucoup mieux. C'est terrible à dire, je le connais beaucoup mieux maintenant que de son vivant. Et croyez-moi, il n'y avait aucune préméditation. Je n'ai jamais pensé à écrire sur mon père. C'est terrible, il a fallu qu'il meure pour que je me rende compte qu'il était un tel personnage, que mon lien avec lui était si fort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'était pas trop tard. Alors, un mot encore sur son livre à lui. Je trouve qu'il est plutôt bien écrit. Ma foi, oui. Je lui ai dit, tu as été à bonne école, je t'ai très bien formé. Très bien, parfait. Il nous reste 10 minutes pour vos questions à Maud Batora et à Amélie Nothomb. Essayez de pas trop cracher dans le micro parce qu'on va le passer, mais vous êtes tous vaccinés, vous avez tous un bracelet rose là. Hein, c'est bien, vous faites monter les statistiques, c'est excellent. Qui veut poser la première question? La deuxième. Je vais pas. Oui, moi, je veux bien. Maud. J'ai une question pour Amélie. Je me demandais, est-ce que quand vous l'avez écrit, vous avez eu ce souci d'être exact et, par exemple, vous avez interrogé votre mère ou des oncles pour vérifier des faits? Par exemple, la scène avec le tableau, avec le peintre, est-ce que vous êtes... Pas du tout. Je considérais bon, j'ai écrit ce livre, j'avais 53 ans, je considérais que j'avais emmagasiné suffisamment d'informations. De toute façon, c'est une politique d'écriture chez moi. Je ne crois pas beaucoup à la documentation. Je pense que si au moment de l'écriture, on n'a pas accumulé tout le savoir dont on avait besoin pour écrire ce livre, bon, c'est pas pour moi, quoi. Je sais pas ça. J'ai le plus grand respect pour Flaubert qui demandait l'horaire des trains pour savoir à quelle heure son personnage avait pris le train. Mais c'est pas du tout ma méthode. C'était une question un peu intéressée. Ça, je me demandais comment ça avait été fait. Merci, ça a ouvert le bal. Qui prend la suite? Oui, on vous apporte un micro. Au pas de course, il arrive depuis derrière. Voilà, et là, il va être sur votre gauche. Vous le mettez très près de la bouche pour qu'on vous entende bien. Vous m'entendez? Wow. Oui, on vous entend. Merci pour ceci. Je me pose la question, parce que j'ai des contacts avec mon père pas très, très liés. Et je me dis, maintenant que vous avez écrit ça post-mortem, si vous deviez revenir en arrière, quelles questions vous devriez poser à votre père? Amélie Nothomb, psychologue de son état, reçoit le mercredi de 17h à 18h. Une seule? Oh la vache. Une seule, oui, c'est dur. Hein, c'est dur. Oh, tant pis, écoutez, vous allez trouver ça ridicule, mais en même temps, je dois quand même être sincère. Je lui dirais, alors papa, t'en penses quoi de mon livre?
Bon, déjà, il aimait les gros chiffres, donc 30 et 100, ça doit lui plaire. Hein. Les chiffres lui plaisent déjà. Il adorait qu'on parle de lui, il adorait que je parle de lui. En Bon, plus, ben, il se marre alors. en plus, on peut dire que, sauf ici, j'ai évité de dire trop de mal des Notombes dans le livre. Donc, globalement, je pense que ça va. En régie, on a bien tout enregistré? Bon, c'est parfait. Ce sera répété et déformé. Une autre question pour Amélie ou pour Maude? Oui. Vous avez la parole. Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi vous avez intitulé votre livre Premier sang. Est-ce que c'est par rapport à la prise d'otage, le sang que votre père a vu? Est-ce que c'est le sang simplement qui vous lie, c'est le même sang, votre père et vous? Ça me vient du vocabulaire du duel. Dans le vocabulaire du duel, on dit, enfin dans certains règlements du duel, on dit le duel s'arrêtera au premier sang. Donc sans même que la mort soit donnée. Il est question de mort imminente qui n'est pas donnée. L'une des idées qui m'est venue en écrivant ce livre, comme mon père venait de mourir, j'ai voulu raconter la fois où la rencontre entre la mort et mon père s'était arrêtée au premier sang, c'est-à-dire où ce n'était pas allé jusqu'au bout. Donc c'est un très beau titre. Ma foi. Alors c'est très drôle parce que le premier des Rambo s'appelle des Rocky ou des Rambo? Non, des Rambo s'appelle First Blood. Je l'ignorais totalement. Donc si je suis traduite en anglais, il faudra trouver un autre titre. Merci. Ou alors mettre une autre photo sur la couverture. Sylvester sur la couverture. Si tu nous entends. Autre question. Oui, j'en ai deux. La plus rapide a été au fond, je crois. Donc au fond d'abord et ici après. Voilà, c'est ça. On vous écoute. Bonjour, c'est une question pour Maude. J'ai fini son livre tout à l'heure dans le train en vous rejoignant. Je conseille C'est pour ça que vous êtes si joyeuse. Mais tout à fait, la fin est absolument dingue et je recommande ce livre à tout le monde. J'ai simplement une remarque sur le personnage. Parfois, j'ai été un peu perturbée par ce personnage et surtout l'intégration des citations et le nombre d'auteurs qui sont cités dans ce livre et qui ne correspondent pas dans l'idée que je me fais de ce personnage, qui est assez étriqué, qui est un peu psychorigide, etc., avec toutes les citations de Marguerite Duras, de Phèdre, elle connaît les amours de Bismarck, etc. Je me dis que cette ouverture d'esprit grâce à la littérature ne correspond pas tout à fait au personnage très psychorigide que j'imagine. On va laisser Maud répondre d'abord, mais Amélie a envie de répondre. C'est vrai qu'elle est assez psychorigide, mais elle est aussi professeure d'anglais et traductrice dans une grande maison d'édition. Donc je l'ai quand même imaginée comme une personne qui avait fait des études de lettres, qui écrit. Donc c'est vrai que les références à Phèdre, pour moi, collaient à cet univers. Et étant donné que c'est une grande amoureuse de l'amour, comme on l'aura compris, c'est vrai qu'elle s'identifie, et c'est là que c'est un petit peu risible, à Phèdre. Alors voilà, elle s'identifie aux grandes amoureuses de la littérature. Donc pour moi, ces citations, c'était aussi une manière d'en rire. Et elle s'imagine une grande amoureuse. Amélie. Ce que vous dites est très intéressant, mais j'ai aussi envie d'ajouter, on peut avoir une extraordinaire culture très fine et se conduire comme la dernière des dindes dans la vie. Hein. En fait, cette dichotomie m'a juste laissé imaginer que c'était peut-être... c'est vrai. Alors comme c'est enregistré, on ne donnera pas de nom. Mais on a tous pensé très fort. Allez, autre question. On a le temps pour deux questions encore. Oui, il y avait vous. On vous fait attendre là. Alors, d'abord, madame, il y a un ordre de préséance. Excusez-moi. On a parlé de la vie d'un diplomate quand même, donc on est obligé de faire très attention à l'étiquette. C'est à vous. On vous écoute. Pour Amélie Nothomb, alors Jésus était votre Vous êtes trop loin du micro. Il faut l'approcher de la bouche comme si vous mangiez une glace. Alors. Pour Amélie Nothomb, donc Jésus était votre premier homme, votre papa votre deuxième. Qui est votre troisième homme? Jamais 203. Je pense que c'est celui avec lequel je vis. Et alors là, il passe un ange plein de mystères. Mais justement, parce que vous rendez compte qu'en répondant ça, tout le monde se dit c'est qui? Oh c'est pas très mystérieux. Non, mais en même temps. C'est pas très mystérieux. Oui. Très bien. Voilà. Vous avez 40 secondes pour sauter sur vos smartphones. Juste parce que ça se réfère à votre réponse et Rilke dans tout cela. Vous avez raison. Rilke est un homme très important de ma vie, mais je ne l'envisage pas comme ça. Enfin, je ne crois pas lui faire injure en disant que
Rilke n'est vraiment pas un homme très masculin. C'est un guide, c'est un mantra, Rilke. Merci. Il y avait une question. Il y en avait une autre un peu derrière, là, non? Bon, bah, c'est à vous. Alors, on vous donne le micro. Ça vient, ça arrive. Vous aurez perdu 200 grammes, monsieur, à la fin de cet exercice. On vous écoute. Bonjour, c'est une question pour Amélie. On a le plaisir de vous voir souvent à Morges. Donc, est-ce que vous pourriez partager avec nous pourquoi vous revenez chaque année? Et on est ravis de vous voir, en fait. Qu'est-ce qui Déjà, fait je corrige, je ne reviens pas chaque année. C'est une année sur deux. Eh bien, écoutez, c'est un... Comment vous expliquer En fait, je n'écris des livres que dans le but d'être invité à Morges. J'ai regardé ailleurs 3 secondes. Merci, Amélie. Allez, du coup, comme la question était courte, la réponse aussi, j'ai le temps d'en prendre encore une. Elle sera pour vous. Cornet de glace. Ah oui, c'est pour Maud. Moi, j'avais envie d'entendre un peu parler du mari. Du mari? Oui, du mari. Lisez le livre, lisez le livre. Non, mais voilà, c'est vrai que... Mais c'est vrai qu'on est dans sa tête. Il n'y a qu'une façon de répondre, c'est « il va bien, merci ». Oui, c'est vrai, il va bien, merci. C'est ça, voilà. Non, parce que on ne peut pas divulgacher la fin de ce livre, j'en ferai une maladie. C'était pas ma question, de fait, c'était sur son profil. Le profil, alors on peut faire le profil peut-être. Alors mon mari est dans la finance, voilà, elle n'arrête pas de répéter cette phrase, donc voilà, on sait qu'il vit dans une belle maison bourgeoise, il travaille dans la finance, que c'est un très bel homme et qui va nager tous les lundis soirs. Donc voilà sur le mari, mais après effectivement notre discussion était beaucoup sur la femme parce que c'est un roman qui est écrit de son point de vue, donc on est vraiment dans sa tête et dans ses obsessions et tout tourne autour de lui, mais c'est son regard sur lui, donc lui il reste quand même assez mystérieux. Il y a encore quelqu'un qui a très très envie, qui serait frustré, oui, monsieur. On n'a pas eu beaucoup de questions de garçons. Allez-y. Oui, ça c'est quand on passe avec le micro devant la colonne, ça fait... C'est à vous. C'est pour Maud Ventura. Quel succès, Maud, formidable. Succès. Si l'héroïne, c'est vous, allez vous faire lire le bouquin à votre futur époux. J'ai pas entendu. Si l'héroïne, c'est vous, ferez-vous lire ce livre à votre futur époux? Vous avez fait une touche, Maud, je crois. Pardon. Non, c'est pas moi déjà ce livre. Enfin, de fait. Bon, moi, je pense aussi que ce n'est pas vous, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je me suis posé la question après avoir fini ce livre. Je me suis dit, mais qui est cette personne qui a écrit ce livre? Et forcément. Qui va vouloir l'épouser? C'est ça, parce qu'on se dit, mais c'est ça, quoi. On se dit, la vie amoureuse avec elle, ça doit être quelque chose. Mais c'est une vraie question parce que, étant donné que c'est un premier roman, je l'ai écrit quand même toute seule sur mon ordinateur et je n'avais pas d'éditeur. Donc, quand même, on écrit en se disant que. Enfin, probablement on ne sera jamais lu. Et donc un jour, j'envoie mon manuscrit par la poste, un éditeur me rappelle, je suis publiée, et là je me dis, oh là là, ma mère va le lire. Et... non mais c'est vrai. Il y a des scènes dans la salle de bain dont vous parliez. Et là j'ai commencé à réaliser que ma mère allait lire, mon père allait lire, mes grands-parents l'ont lu. Je me suis rendu compte aussi que effectivement peut-être un jour quelqu'un voudra se marier avec moi et qu'il le lira. Donc oui, c'est une vraie question. C'est pas un truc très flatteur, en tout cas. Alors, une toute dernière pour Amélie. Le livre de votre papa, on le trouve plus du tout? Mais voilà, c'est très bien. Je pense qu'on va le republier. Ce serait bien de le publier en poche, non? Qu'il soit accessible. Moi, j'ai eu de la peine à le trouver. Il est très difficile à trouver. Et je vais vous dire, je passe par AB Books. Je ne sais pas si vous connaissez AB Books. C'est un site qui fédère des libraires d'anciens dans le monde entier. Et il y a donc plusieurs milliers de librairies d'anciens qui sont fédérées. Il y avait un exemplaire. C'est dingue. Je l'ai eu. Donc il n'y en a plus. Je me permets de dire, vous avez vu comme il est beau là-dessus? Je vous ai dit qu'il était beau gosse. Franchement, il est beau. Mais oui, absolument. C'est mon style. Très bien. Il a mon âge sur la photo. C'est vrai. On a le même âge. Est-ce que c'est toi qui as écrit l'épilogue du livre de Maud? Premier sang, Amélie Nothomb qui n'écrit des livres que pour venir à Morges. En tout cas depuis 8 ans. Ceux d'avant, voilà. Donc rendez-vous dans 2 ans, Amélie. C'est franchement un excellent livre. Et puis j'enfonce une porte ouverte en disant qu'Amélie Nothomb est un grand écrivain. Son style, moi, me fascine toujours. Il n'y a pas un gramme de grâce et à l'os, toujours des phrases exemplaires. Merci d'être fidèle à Morges. Maud Ventura, mon mari, aux
excellente édition de l'Iconoclaste. C'est votre première visite à Morges. À partir de maintenant, vous devez écrire des livres pour être invité à Morges régulièrement parce qu'on vous réinvitera. Alors visiblement, Maud Ventura vous a beaucoup plu. Un mot sur La La La. Oui, c'est mon podcast qui parle d'amour, parce que donc c'est bizarre. Oui, voilà, parce que j'ai un peu un seul thème, et donc effectivement, j'ai écrit un podcast qui s'appelle La La La, dans lequel j'interviewe des personnalités et on parle d'amour Et pour de changer couple. et de couple. Voilà. Alors cette année, vous avez vu que la configuration des tentes sur les quais est un peu particulière. Il y a 2 tentes. Il y a une tente des dédicaces, dans lesquelles vont se rendre Maud et Amélie maintenant pour dédicacer leurs nouveautés. Donc pour Maud, c'est simple, elle a un seul livre, donc il est sous la tente des dédicaces. Pour Amélie, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a un qui est sous la tente des dédicaces, c'est ses premiers 100, il y en a 29 autres qui sont dans l'autre tente, qui est la tente de la librairie. Donc pour accéder à la tente des dédicaces, vous devez avoir le bracelet rose ou présenter votre passe sanitaire. Pour aller dans la tente de la librairie, elle est en accès libre. Si vous n'êtes pas vacciné ou vous n'avez pas le bracelet rose, vous pouvez aller acheter des livres à la librairie et demander à quelqu'un d'aller les faire signer à la dédicace. Vous suivez ou il faut que je répète ou vous prenez des notes? Enfin bref, aujourd'hui, vous avez la chance de pouvoir faire signer vos livres. Si c'est pas aujourd'hui, achetez-les dans n'importe quelle librairie parce qu'ils sont en plus bons pour la santé. Merci infiniment d'être venus.